Bon, je pense qu'on va commencer. Du coup, aujourd'hui, on va vous déjà, je me présente, je suis Ekaterine Schulein, je suis rhumatologue à Paris et à côté de moi, il y a Thomas Huet, docteur Thomas Huet, qui est aussi rhumatologue à Paris et on travaille les 2 dans le service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Joseph et donc, les 2, on va vous parler aujourd'hui de comment lire, les examens d'imagerie en rhumato et pourquoi on a choisi ce sujet? Parce que, en fait, on s'est aperçu, c'est quelque chose donc analyse, en bonne analyse, des radios, des scanners et surtout des tissus mous, ça va être notre thème, principal. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément pendant le cursus de rhumato et pourtant c'est quelque chose vraiment, très important pour la pratique clinique et c'est savoir le faire, c'est quand même très utile. C'est pour cela, donc aujourd'hui, j'ai un petit, spoiler, les 2 messages clés, les 2 fils conducteurs, de notre, cours, de notre diapo aujourd'hui. C'est première chose, vous, aider à apprendre, vous montrer comment analyser les tissus mous sur les examens de radio et sur le scanner. Parce que vous allez voir, parfois ça peut nous apporter beaucoup d'informations, très utiles pour, aiguiser le diagnostic, voire parfois le poser quand c'est pas très compliqué. Et qu'il faut quand on analyse, les images, il faut toujours, prendre en compte le contexte et se faire guider vraiment par, les symptômes, par la clinique. Ça, c'est aussi, c'est 2e point très important. Donc vous allez, avec, ces diapos, être, presque pro en analyse, des images et des petites astuces qu'on va vous donner, mais toujours, penser aux patients et à ce que le patient vous apporte, comme, des éléments, à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Du coup, l'objectif, c'est que vous apprenez, à faire le diagnostic plus rapidement, avec, les infos qu'on va vous donner, que quand c'est un peu plus complexe, vous avez quand même des petites choses qui vont vous aider à ne pas passer à côté du diagnostic potentiellement grave et faire le diagnostic, rapide et savoir lire les images, c'est quand même avoir la classe aux yeux de vos collègues. Ça, c'est, aussi, pas négligeable. Voilà, et pour vous, réchauffer un peu, au début, on va commencer avec un quiz. Donc 3 cas assez, simples, basiques. Donc ici, on commence avec le premier. C'est vous avez 2 radios et la question est très simple: quelle est la radio qui montre un épanchement articulaire? Donc je vous laisse, quelques secondes à regarder, à comparer, à réfléchir, comment et pourquoi vous voyez un épanchement sur, l'un ou l'autre. Ensuite, donc, on va débriefer toutes les questions après. Deuxième question, c'est vous avez 2 radios et les 2 radios, ce sont des patients, les 2 présentent une gonalgie aiguë, imaginons aux urgences. Et donc, quelle est la radiographie qui vous paraît, pathologique et pourquoi? Est-ce que vous savez dire, dans quel cas on a plus, l'impression que c'est pathologique et pourquoi? Et 3e, petit, cas de réchauffement, c'est vous avez un patient avec la douleur aiguë à la hanche gauche. La station debout est impossible et le patient devant vous, il est inexaminable. Et donc vous avez cette radio-là du bassin en face et la question c'est: quelles sont vos hypothèses diagnostiques pour expliquer cette douleur aiguë de la hanche? Et je vais vous mettre l'image un peu plus grande. Donc regardez bien, douleur aiguë de la hanche gauche, impotence fonctionnelle totale. Quelles sont vos idées? Et donc maintenant, quand, vous réfléchissez fort, on va revenir, sur les bases de la lecture de radio et je peux vous avouer que, quand j'étais à la fin de mon internat et au début de mon assistanat, bah, j'ai aperçu que je savais pas trop, quelle est la différence entre les contrastes, quels sont les tissus et comment ça se prononce sur les radios. Donc c'est pour cela, les bases, c'est important. Donc vous savez que l'air, ça laisse passer les rayons, donc sur les radios, l'air est noir. Le gras aussi laisse passer les rayons, donc la graisse sur les radios, c'est noir. Ensuite, l'os, bah, ça freine les rayons, donc c'est très blanc. Les muscles et les tendons, ce sont aussi les tissus assez compacts, donc quand les rayons passent, ça freine, donc c'est blanc aussi. Et attention, quelque chose qui nous échappe souvent, le liquide, en fait, sur les radios, ça freine aussi le passage des rayons, donc le liquide, c'est aussi blanc. Et en fait,
quelque chose de très simple mais très important. Un épanchement, ça va être une opacité dans le cul-de-sac articulaire parce que ça va pas laisser passer les rayons. Et donc, une collection liquidienne, soit dans l'articulation, soit à côté, bah, ça va aussi être opaque et ça va se voir blanc et ça va être presque au même aspect que les tissus mous, que les muscles à côté. Du coup, on va revenir sur notre première question du quiz. Quelle radio montre un épanchement articulaire? Et bon, pour aussi pouvoir analyser les images, il faut quand même se rappeler bien de l'anatomie normale. Donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Vous savez que la radio du genou, bon, l'articulation du genou, vous avez des compartiments graisseux et ligamentaires. Donc devant, ici, vous avez le tendon quadricipétal, le tendon de patella, et entre l'os fémoral et le tendon quadricipétal, vous avez l'espace graisseux rétro-quadricipétal. Et entre le tendon rotulien et l'articulation, vous avez aussi la graisse de haut fin. Et donc, normalement, quand on fait la radio de l'articulation normale, vous avez cet espace-là et cet espace-là, ces deux espaces de la graisse qui laissent passer les rayons et donc qui sont plutôt gris foncé. Presque, bon, c'est pas noir, mais parfois ça peut se voir presque noir. Et donc, quand il y a de l'épanchement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a ce cul-de-sac, cet espace graisseux qui va être comblé parce que le liquide, il va s'accumuler ici. Donc, ça va gonfler et ça va faire disparaître cet espace graisseux. Donc, les rayons vont plus pouvoir passer et donc, ça va donner l'aspect de comblement de la graisse et ça témoigne, ça reflète un épanchement synovial. Et donc, si vous voulez d'autres exemples, la réponse à cette question-là, pour le coup, c'était que l'épanchement, il est bien ici, parce qu'on voit disparition de cet espace graisseux, de cette graisse rétro-quadricipétale, et comblement par le liquide de l'épanchement articulaire. Donc, si vous voulez d'autres exemples, c'est pas que le genou qu'on peut voir, où on peut voir un épanchement intra-articulaire sur les radios. Il y en a d'autres, notamment l'articulation talocórale. Donc, devant vous, il y a deux radios. Il y a une radio où il y a l'épanchement et l'autre où il n'y a pas. En utilisant aussi la même réflexion que tout à l'heure où la graisse devant l'articulation, il est noir et laisse passer les rayons. Et donc l'épanchement, ça va être quelque chose opaque qui va freiner les rayons. Bah ici, sur cette radio de la cheville droite, je pense, peu importe, on peut voir des choses intéressantes. Donc notamment, déjà, revenons sur la radio normale. Donc ici, c'est la radio normale. Vous voyez, il y a cet espace graisseux devant le plan tendineux qui est devant l'articulation. Et je vous ai mis une image de l'arthroscanner, je suppose, ou de l'IRM, merci, de l'IRM où on voit bien, bon, il y a un peu de liquide dans l'articulation, c'est physiologique. Et devant, vous avez ce petit comportement graisseux qu'on va voir sur la radio comme quelque chose de transparent. Et donc, par la suite, ce que vous pouvez voir ici, c'est que sur la radio à droite, par rapport à la radio à gauche, vous avez disparition de cette graisse. Et c'est parce que il y a l'épanchement qui va venir, il va combler cet espace graisseux et qui va refouler le plan graisseux vers le plan ligamentaire. Et pour mieux le comprendre, donc ici, vous avez des petits dessins. Donc vous voyez, à gauche, espace clair, donc le noir, gris clair, et à droite, c'est vraiment, ça devient presque blanc, comme les tissus tendineux, musculaires autour. Et donc ça, c'est pas normal, ça reflète un épanchement. Et on vous a mis aussi une image en coupe avec, comment? Oui, avec l'arthroscanner, merci Thomas, qui montre bien que ici vous avez un épanchement articulaire et ça déborde de l'articulation. Donc la synoviale, elle repousse le plan tendineux, le plan graisseux. Donc ça prend toute cette place-là, ce qu'on peut aussi voir sur la radio juste avant, ici, comme le complément de cette graisse. Donc, ensuite, on peut répondre que l'image pathologique, l'épanchement, c'est bien à droite. Et là maintenant, vous savez pourquoi. Et encore un exemple,
Un exemple, c'est donc un épanchement au niveau du coude. Ça peut aussi se voir sur la radio. Et pourquoi? Parce qu'il y a également le plan graisseux qui se trouve devant l'articulation et qui va être complet quand il y a de l'épanchement. Et donc, petite radio normale avec le rappel des structures anatomiques, vous avez la sinuselle qui lisse presque l'articulation, vous avez des ligaments de la graisse devant, et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'épanchement? Et ben, ça va se mettre devant l'articulation, ici, et on peut voir disparition de ce plan noir de la graisse. Il n'y a pas beaucoup, il y en a quand même, et donc ça nous reflète bien un épanchement. Et le message clé, ça, c'est l'image pour que vous n'oubliez plus jamais que le liquide, ça va être bien opaque et blanc sur la radio, et que l'épanchement, c'est aussi blanc sur la radio. Voilà. Ça, c'était pour la première partie de comment voir le liquide, l'épanchement sur les radios simples. Et croyez-moi, c'est bien utile quand vous donnez les avis aux urgences ou même quand vous regardez les radios avant de voir vos patients. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Dr Hué qui va vous faire un petit bonus sur l'épanchement et il va passer à la suite de l'analyse des parties molles. Et on va faire chaise musicale. Il prend donc ma place. Thomas? Merci Katia. Vous avez bien compris les contrastes qu'il faut, atténuation ou pas, avec les rayons X sur la radio. Alors ça, c'est une radio qui est assez intéressante. Alors, il faut noter que c'est un patient qui est allongé, qui arrive pour une douleur du membre inférieur du genou qui est gonflé. Et en fait, sur cette radio, il y a une image un peu bizarre. Quand on regarde dans l'espace derrière le quadriceps, un rétro-quadricipital, on voit une espèce de connexion un peu bizarre. Enfin, il y a quelque chose qui prend de la place. Et ce qui est marrant, c'est c'est tout noir. Il y a un étage tout noir, après un niveau parfaitement horizontal, parce que le patient est allongé, et puis un espace qui est un comblement qui est gris-blanc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un épanchement un peu noir? Pourquoi il y a un épanchement un peu blanc? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça ne l'est pas? Alors évidemment, ça ne l'est pas. Et pourquoi? Maintenant, vous savez, ce qui est noir, c'est de la graisse. Donc, on a un niveau avec une densité graisseuse, une densité qui a l'air plutôt liquidienne, et avec un niveau liquide-liquide. Alors, il faut connaître, hein, c'est une image pathognomonique, hein. Quand vous voyez ça, vous devez faire le diagnostic sur la radio de profil. Alors, à condition que le patient soit allongé, hein. Mais généralement, quand ils ont cette pathologie, ils sont allongés. Et là, je vous montre le scanner. C'est pas le même patient, mais c'est le même problème. On voit cette fois-ci sur ce scanner trois coupes. Alors on a le fémur qui est ici, on a l'épanchement qui est ici, là, avec là la partie tendon quadricipital avec le vaste interne par exemple qui est là, et en dessous du quadriceps, donc on a l'espace rétro-quadricipital avec un épanchement un peu bizarre, avec une densité graisseuse là, qu'on voit très bien en noir, la même densité, vous voyez, que la graisse qui est périphérique. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est un peu plus foncé. Il est entre donc, la graisse et cette partie-là qui est très dense. Donc c'est un espèce de niveau liquide. Si on devait comparer à du liquide dans la vessie, je pense que ça pourrait à peu près la même chose. Et enfin, un troisième niveau qui est beaucoup plus dense, qui se rapproche plutôt du muscle, du tendon, et qui, en fin de compte, ici, la réalité, c'est que c'est un précipité hématique. Alors, ça, c'est un diagnostic assez classique, hein, qu'on voit plutôt dans traumato. C'est ce qu'on appelle une lipohémarthrose. En fin de compte, c'est un déversement dans l'articulation, c'est un saignement intra-articulaire, mais qui vient pas d'un petit vaisseau, mais qui vient de la moelle osseuse. C'est des patients qui ont une fracture du plateau tibial ou du condyle. Donc, il y a de la moelle osseuse qui se déverse dans l'articulation. Donc, on a des cellules, des adipocytes de la moelle osseuse, mais aussi du sang. Et en fin de compte, il y a trois niveaux, parce qu'il y a un niveau graisseux. Donc, et comme le patient est allongé, bah, ça remonte à la surface parce que la densité, la graisse est plus léger. Après, on a un niveau liquide et après, on a un niveau de précipité. Donc là, c'est plus pour vous montrer un peu la sémiologie des épanchements, alors, donc, liquidiens et des épanchements un peu la graisseuse, qui n'est pas fréquent, mais la lipohémarthrose, voilà, donc c'est pathognomonique d'une fracture. Si vous voyez une radio de profil avec un niveau graisseux et un niveau liquidien, bah, vous êtes sûr qu'il y a une fracture, donc il faut faire un scanner. Et par exemple, sur ce patient, c'était une fracture du plateau tibial. Et là, c'était un autre patient, c'était aussi une fracture du plateau tibial. Bon, c'est plus pour la sémiologie qu'on a montré. Alors, en rhumato, on n'en voit pas souvent, hein. C'est plutôt aux urgences ou en traumato.
Alors, ensuite, on va partir sur un cas clinique. Alors ça, c'est le cas clinique typique. On fait le diagnostic sur la radio au téléphone des urgences. Donc, par exemple, là, c'est un patient de 55 ans. On nous appelle pour une douleur du genou droit depuis environ 3 jours. Il y a eu des frissons avec une notion de jacuzzi, peut-être de traumatisme, on ne sait pas trop. Prise de sang CRP 120, des hémocultures en cours. L'urgentiste, il trouve que le genou est très gonflé, très chaud, très douloureux. Et donc, il vous appelle en disant, je pense que c'est une arthrite septique. Est-ce que je peux le ponctionner? S'il suspecte une arthrite septique, la réponse est généralement il faut ponctionner. Sauf qu'en fin de compte, il a fait une radio et on regarde la radio. Alors ça, c'est typique, hein, c'est gros genou douloureux, inflammatoire. Si vous n'avez pas le patient en face de vous et qu'il y a une radio, il faut regarder la radio parce qu'il y a un diagnostic différentiel que vous devez tous connaître, que vous connaissez tous, dont la radio est un examen qui permet de faire le diagnostic. Moi, ça, c'est la radio du patient. Moi, ok. Ou c'est la caméra. Hop. Et donc là, sur la radio, donc on a une radio de face, genou droit, genou gauche de ce côté-là. Donc déjà, on voit de face. Alors la radio de face, je trouve que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on voit qu'il y a un épaississement des parties molles là, sur la partie interne par rapport à l'autre côté. C'est un peu sale, on voit que les travées graisseuses, elles sont un peu infiltrées. Moi, de face, sur les radios de genoux, je dis rien du tout. Je ne regarde que le profil. La face, je ferme les yeux, sauf pour regarder d'autres choses, des cristaux, la chondrocalcinose, des choses comme ça, les pincements. Mais là, dans le contexte un peu inflammatoire, arthrite septique, de face, j'en dis pas grand-chose. Par contre, le profil, il est hyper parlant. Parce que vous vous rappelez, quand on a une arthrite septique, on a un épanchement dans l'articulation, et l'épanchement, on le retrouve dans le récessus rétro-quadricipital. Donc, on est censé voir un espèce de gonflement hyper dense en arrière du tendon en rétroquadricipital. Et là, c'est pas le cas. On a une toute petite lame, la partie blanche qu'on voit ici, mais là, dans l'articulation, il n'y a rien. Donc, s'il a un énorme genou chaud, rouge et douloureux avec dans l'articulation rien, c'est pas une arthrite septique. Donc, c'est autre chose. Et c'est le diagnostic différentiel classique, c'est ça là. Je vous montre le radio normal de l'autre genou, donc genou gauche, genou droit. Et là, pareil, on voit en intra-articulaire, c'est parfaitement superposable. On a un petit récessus synovial qui est ici, mais on n'a pas d'épanchement intra-articulaire. Sur cette radio, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas d'arthrite septique. On en est sûr sur cette radio. Par contre, en avant du ligament patellaire, il y a un énorme épaississement des parties molles avec une perte des différenciations avec le ligament patellaire. Là, il y a vraiment une opacification antérieure. Donc, il se passe quelque chose en avant de la rotule. Et avec un cul-de-sac libre, c'est surtout ça qui est important. Donc, c'est une bursite septique, probablement. Donc, rappelez-vous, il y a plusieurs bourses, souvent qui sont en avant du tendon, enfin de la rotule ou du ligament patellaire. Et donc, sur une radio normale, généralement, on voit bien les contrastes. Alors, entre parenthèses, on voit bien, mais on voit que la graisse ici, elle ne fait pas très infiltrée. Il y a une partie de la peau en avant de la rotule, mais il n'y en a pas beaucoup. Et sur les bursites, on voit par exemple ici un énorme épaississement des parties molles. Ici, c'est pareil, on voit que c'est très épais, ça a l'air assez épaissi, un peu gris, infiltré. Chez quelqu'un qui a un gros genou chaud et douloureux, quand on voit un cul-de-sac libre, avec ça, c'est forcément une bursite septique. Donc, évidemment, il ne fallait pas le ponctionner, ce patient. C'est la suite. Il ne fallait pas le ponctionner, il fallait plutôt, par exemple, faire une écho, voir s'il y avait un épanchement de la bourse et plutôt ponctionner la bourse. Sauf que l'urgentiste, probablement qu'il aurait essayé de faire une ponction d'intra-articulaire, ce qui n'est pas forcément recommandé, parce qu'il y a un risque théorique d'aller ensemencer l'articulation et c'est presque, entre parenthèses, une faute de le faire, bien que je pense qu'à peu près tous les internes ont déjà essayé de ponctionner une bursite parce qu'ils ne l'avaient pas vu sur la radio et que quand on est en premier semestre, on ne sait pas forcément non plus faire l'échographie de la bourse prépatellaire. Donc c'est hyper important. Sur la radio aux urgences, on vous appelle, vous regardez la radio, vous avez le diagnostic. Donc, et sans forcément voir le patient. Cas clinique numéro 2, c'est un peu la même chose. Patiente de 60 ans, douleur et gonflement du coude droit depuis quelques jours. Pas de traumatisme, pas de fièvre, pas de frisson. Un coude très chaud, douloureux. Tuméfaction douloureuse, une CRP un peu augmentée à 67, donc il se passe un truc d'inflammatoire. La même histoire. Alors, extension normale du coude. Donc ça, pour rappel, hein, s'il y a un épanchement dans le coude, il y a systématiquement un flessum. Pas de flessum, pas d'épanchement. Donc cliniquement, déjà, quand il y a une extension normale, vous savez qu'il n'y a pas d'arthrite du coude.
Donc on demande la radio, on voit la radio et on a un peu la même chose, la même sémiologie que tout à l'heure. Ça veut dire qu'on regarde en intra-articulaire, vous avez ce magnifique triangle graisseux en avant de l'interligne de l'articulation huméro-radiale et huméro-ulnaire, et on voit qu'il n'y a vraiment aucun épanchement. Il y a ce beau triangle graisseux, et par contre on voit en postérieur, là au niveau de l'olécrâne, un espèce d'infiltrat des parties molles qui correspond à une probable bursite du coude. Donc là, c'était la petite animation. Donc on retrouve ce fameux triangle graisseux qui confirme qu'il n'y avait pas d'épanchement dans l'articulation et avec un infiltrat assez marqué des parties molles. Hein. Là, il y a une grosse bursite radiographique. Hein. Un exemple d'une radio normale, il y a toujours ce triangle un peu graisseux là, et surtout on voit que quand vous pliez le coude et que vous appuyez sur votre coude, il y a presque pas de peau au contact. Hein. Donc là, du moment qu'il y a 2 cm, c'est pas normal. Hein. Donc on voit là, il y a la peau qui affleure le l'os, hein. C'est juste, c'est très superficiel. Donc bon, voilà, l'anatomie, vous la connaissez un petit peu. Et augmentation, c'est sûr. Alors, en fait, après, on a vu la patiente en échographie. Donc, cliniquement, bon, ça faisait quand même très bursite. À l'échographie, donc là, on a l'olécrâne, le tendon tricipital qu'on voit un peu en fibre. Et on voit effectivement une collection liquidienne cloisonnée qui correspond à la bourse olécrânienne. Et quand on se mettait devant l'interligne huméro-radial, on voyait pas spécialement d'épanchement, il y a une petite réaction liquidienne, mais il n'y a pas de collection, il n'y a pas d'épanchement. Donc on a ponctionné évidemment la bourse, c'est du staphylocoque comme dans 99,9% des cas, et on l'a traité, puis j'espère qu'elle a guéri. Hop, je vois rien avec ça. C'est marqué message, oui. Message clé. Merci. Message clé sur la bursite. Alors, sur la bursite, donc, alors c'est souvent un tableau très inflammatoire, ça mime une arthrite septique. Cliniquement, des fois, on a des énormes bursites devant le genou. Cliniquement, bon, il y a le cul-de-sac quand même qui est libre, donc on peut imaginer que c'est pas une arthrite, mais la radiographie est très informative. Une radio de profil sur le genou, on est généralement capable de faire le diagnostic différentiel, donc entre un épanchement, donc plutôt une arthrite, et une bursite pré-rotulienne. Et pour le genou, c'est la même chose. Pardon, pour le coude, c'est la même chose. Et en plus, avec la clinique, quand on n'a pas de flessum, il n'y a pas d'arthrite. Et quand on a un doute, on a quand même l'échographie qui nous aide. Mais des fois, quand on n'a pas le patient sous le coude, on n'a pas l'échographie. Continuons à regarder les parties. On m'a demandé de rester 5 minutes sur cette diapo parce qu'elle est très contemplative. Donc je vais rester 5 minutes sur cette diapo. 5 secondes. Ah, 5 secondes. Sauvé. C'est la deuxième partie. On reste sur les parties molles. Là, le but, c'est vraiment de savoir se concentrer sur l'analyse des parties molles, parce que ça peut vraiment vous aider dans plein de situations. Donc là, c'était un patient qu'on a eu via les urgences, 34 ans. Il a eu une douleur brutale du poignet gauche depuis 24 heures. Déjà, le côté brutal, je ne vais pas faire un cours, mais ça fait penser à une famille de maladies inflammatoires. 24 heures avec une appontation. En 34 ans, douleur brutale, on a déjà le diagnostic. CRP 30, acide urique normal, je l'ai mis, mais j'aurais pu ne pas le mettre. Et il a eu une échographie faite par une de nos internes qui retrouvait pas de synovite, pas de ténosynévite évidente. Donc il a très mal, il peut quasi pas bouger le poignet, avec un syndrome inflammatoire modéré. Et il a eu cette radio aux urgences. Et ben, pour lire la radio, en fin de compte, il faut savoir où le patient il a mal. Mais je ne vous l'ai pas dit. Et d'ailleurs, initialement, on nous a dit qu'il avait une douleur du poignet. Donc sur la radio, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, faut savoir où regarder. Et en fin de compte, quand on demande au patient où est-ce qu'il a mal, et c'est toute l'importance d'avoir cette corrélation clinico-radiologique. Le patient, vous pouvez lui appuyer un peu partout avec votre doigt sur le poignet, et il y a un seul endroit où c'est la douleur horrible. C'est le point exquis qu'on arrive au bout du doigt. Vous pouvez appuyer n'importe où, et lui, il avait mal là. Donc ça correspondait à peu près au pisiforme. Donc on a regardé de nouveau la radio, et on a regardé le pisiforme. Alors le pisiforme, c'est celui-là, hein, vous vous rappelez tous. Et quand on regarde le pisiforme qui est là, eh bien, on a l'impression qu'il y a une espèce de truc derrière, dans les parties molles, là. Et quand on la regarde de profil, le pisiforme, il est là, on a exactement la même chose, on a une espèce de nuage qu'on voit apparaître dans les parties molles. Alors,
Cliniquement, on le suspectait déjà puisque le patient, il a 34 ans, il a une douleur brutale maximale d'emblée en 24 heures, donc ça signe la maladie microcristalline. Et quand on a 34 ans, c'est soit on fait une crise à hydroxyapatite, soit on a une crise à hydroxyapatite. Donc du coup, vous n'avez pas trop le choix. Donc il fallait regarder dans les parties molles, à l'endroit exact où il avait mal. Et comme vous avez appuyé à un endroit, vous savez que c'était là. Donc il avait en fin de compte une crise à hydroxyapatite déjà présente sur la radio qui n'avait pas été vue ni à la radio ni à l'écho. Donc nous on a quand même refait l'écho, donc pisiforme, donc on a la corticale, on a donc le tendon fléchisseur ulnaire du carpe qui s'insère sur le pisiforme et on voyait en son sein une espèce de d'amas hyper échogène, un peu assez régulier d'ailleurs, qui est assez évocateur d'une calcification et donc plutôt d'hydroxyapatite. Donc on avait déjà la réponse de toute façon sur la radiographie. Deuxième cas clinique, c'est très stéréotypé, mais c'est pas le même âge. 65 ans, douleur aiguë brutale maximale d'emblée en moins de 24 heures du poignet, CRP à 70. Ah, c'est toi qui as. Ouais, ouais. Pardon, vas-y. Je laisse la place à Katia parce que Voilà, c'est son cas clinique. Yes. On s'est dit qu'on va se compléter et se chevaucher. Donc, je vais poursuivre la file de Thomas. On va continuer sur les cas cliniques. Et déjà, je voulais juste vous dire, vous êtes nombreux, ça fait vraiment très plaisir. Du coup, j'espère que vous apprenez et vous amusez. Donc, cas clinique, donc Thomas, c'est intéressant ce qu'on fait. Du coup, c'est une femme, 65 ans, douleur aiguë et tuméfaction de son poignet, CRP à 70 et l'urgentiste toujours qui appelle pour suspicion de l'arthrite septique. Et c'est le cas vraiment clinique un peu de base de tous les jours. La radio, donc là, on a le réflexe, on demande toujours les radios aux urgences et les urgentistes de faire les radios. Et donc, la radio comme ça, si on la regarde, bon, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Surtout que la patiente, bon, ici, c'était vraiment la douleur et l'impotence de l'articulation du poignet. Donc, c'était vraiment impossible pour elle faire quoi que ce soit. Elle crée de douleur. Mais en fait, quand on regarde bien, et là, vous avez vu que les radios nous apportent des informations, mais il faut aller les chercher, et bah, on zoome et parfois on change le contraste et on aperçoit qu'il y a un petit shadow, un petit silhouette de quelque chose qui est dans l'interligne radiocarpienne et c'est aussi une calcification et c'est aussi une crise de hydroxyapatite qui mime une arthrite septique. Et si vous faites, moi j'ai fait l'échographie chez cette dame, et en fait il n'y avait pas de synovite, il n'y avait pas d'épanchement dans l'articulation, mais il y avait bien une calcification entourée par le signal de pleurs. Et donc, on a aussi le profil de la même patiente. Et vous voyez que cette image en plus, c'est comme, presque on peut croire que c'est l'os. En fait, c'est pas l'os, c'est une calcification, c'est un peu moins dense que l'os. Et donc, c'est crise d'hydroxyapatite sur le poignet. Et ça peut survenir bon, à tout âge, surtout chez les jeunes, mais cette patiente-là, elle était un peu plus âgée. Et c'était cette impotence totale qui était piégeante, mais il y avait quand même bien l'épicentre de cette douleur à l'examen clinique. Et puis quand on regarde les radios, bon, il n'y a pas de 1000 diagnostics possibles. Et surtout, ce qui était important, c'est bien rassurer bon, les urgentistes aussi que c'est pas l'arthrite septique avec 70 de CRP et que tout s'explique par cette image sur les radios qu'on a après confirmée avec l'échographie. Donc d'où, encore une fois, importance, cohérence radioclinique, ne pas se faire avoir et bien regarder les radios. Ensuite, on continue avec les cas cliniques. Prochain cas clinique, donc c'est un homme, 54 ans, douleur aiguë de la hanche gauche, impotence fonctionnelle quasi totale, donc il vient aussi aux urgences. Les urgences nous appellent si on peut prendre le monsieur parce qu'il a suspicion de l'arthrite septique de la hanche, et donc il a 67 de CRP. Et bon, on demande une radio de patient de face. Là, franchement, on a envie d'éliminer quelque chose dans l'articulation. Et cette image-là, qui était l'image de quiz de réchauffement tout au début. Et donc radioface, qu'est-ce qu'on va... Bon, on ne peut pas éliminer l'arthrite septique sur la radio. Mais qu'est-ce qu'on peut voir d'autre qui peut peut-être, quand on examine le patient, nous aider à penser au diagnostic différentiel? Et bien, vous voyez que ici, si on zoome, donc on prend l'ange gauche, on zoome, et vous voyez cette petite image très facile à ne pas voir.
Si on ne veut pas la voir, on ne la voit pas. Si on ne sait pas la voir, on ne la voit pas. Mais là, quand vous avez déjà l'œil concentré sur la recherche dans les parties molles, bon, vous suivez l'interligne qui a l'air bien, mais c'est tout ce qu'on peut dire sur l'articulation. Et après, vous regardez tout ce qui est autour. Et donc, ce qui est autour, c'est grand trochanter, l'insertion de moyen officier, et donc cette image, cette calcification, sans doute, qui est là. Donc, je zoome à fond pour que vous puissiez l'apercevoir. Et donc, quand j'ai vu le patient, en fait, examen de la hanche, impossible. Il ne peut pas lever le pied, il ne peut pas plier la jambe et la hanche sur le bassin. Mais par contre, en l'examinant, en appuyant juste sur le grand trochanter, il a sursauté de son lit et donc c'était presque clair que c'est ça qui lui fait mal. Après, on a complété avec l'échographie pour éliminer un épanchement intra-articulaire, mais tout s'expliquait par ça. Et donc, la crise, bon, il a passé. Et petit donc, recap sur ce qu'on a vu, c'est une image hyper dense, c'est une calcification, c'est un dépôt d'hydroxyapatite dans le tendon, probablement de moyen fessier. Et donc, encore une fois, cohérence radioclinique, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est sur les articulations qui parfois sont gros et on a du mal à faire à part les choses. Mais en appuyant bien partout, on peut trouver cet épicentre et ça peut nous réconforter dans le diagnostic. Et pour vous donner aussi un peu en dynamique, en cinétique, qu'est-ce qui se passe dans les vies réelles, vous avez quelqu'un qui a aussi hydroxyapatite, la crise, et ça c'est la radio avant, et ça c'est la radio 1, 2 semaines après. Vous voyez ce qui se passe. En fait, pourquoi il y a la crise d'hydroxyapatite? C'est parce que le corps il va avoir marre de cette calcification. Un jour, il y a un autre trigger inflammatoire et ça va déclencher une réaction très inflammatoire et ça va faire presque disparaître cette calcification. Et on voit ça, et parfois sur la radio, si on arrive après la bataille, on va que dalle, on voit un tout petit peu de quelque chose, mais donc ça peut aussi vite disparaître. Et c'est ça qui fait la crise, disparition, résorption de cette calcification. Et je sais plus, est-ce que c'est moi ou c'est toi qui fais ça? C'est toi. Attends, je vais regarder. Ah oui. Bon, c'est encore un exemple, on va aller vraiment vite. Femme 45 ans, réveillée la nuit, douleur brutale au coude, impotence fonctionnelle, et donc au SAU, il a une petite CRP. Pourquoi on va vite? Parce que ça va revenir à la même chose, c'est analyse des parties molles sur les radios. Et donc, on a la radio de cette patiente. Vous voyez bien, bon, l'articulation, ça ne vous surprend plus. Et surtout, comme on a appris sur la première partie, dans la première partie de nos diapos, c'est que on vérifie toujours qu'il y a bien la graisse qui est visible, qui est transparente, qu'il n'y a pas de comblement de la graisse devant l'articulation. Ça nous réconforte qu'il n'y a pas un épanchement intra-articulaire. Et après, on regarde tout autour, hein, on est obligé. Là, on voit qu'ici, il y a quelque chose, ça nous paraît une image supplémentaire, un peu, voilà, pas comme la radio normale. Et effectivement, quand on appuie là, la patiente, elle va sursauter. C'est parce que c'est ici où se trouve l'épicentre de l'inflammation et de résorption de sa calcification qui mime l'arthrite septique, tout ce que vous voulez. En fait, c'est pas dans l'articulation, c'est tissu abarticulaire. Donc c'est bien quand on le trouve sur la radio et on souffle et on n'est pas dans le même, quand même schéma diagnostic thérapeutique que l'arthrite. Voilà, donc message clé sur crise d'hydroxyapatite. Table brutale, très intense, souvent on pense à une arthrite. Et sur le plan clinique, il y a bien l'épicentre de la douleur, un point précis, sauf quand ce sont des grosses articulations. Et sur la radiographie, on a presque tout pour faire le diagnostic. Il faut regarder les parties molles, donc opacification et densité presque osseuse, hyperarticulaire ou intratendineuse de cette calcification, qui peut aussi être en train de se résorber, donc ça peut être un peu nuageux. Et ce que je voulais vous dire, vous rappelez qu'on vérifie toujours, si on peut, sur les radios, le fait que l'articulation, il n'est pas comblée, donc il n'y a pas d'épanchement. Et comme ça, on peut vraiment penser qu'on a presque savoir avec la certitude qu'on a le bon diagnostic juste avec, grâce à la radio et à la lecture, bonne analyse des parties molles. Et je pense qu'après, je vais vous faire encore un cas bonus. C'est un patient, c'est aussi pourquoi on fait les cas bonus, parce que ça fait réfléchir, ça fait aussi réviser toutes les notions qu'on vient vous donner. Et donc, c'est un homme 48 ans
Il était initialement hospitalisé, là, en décembre, dans le service pour la spondylolisthite infectieuse et on a bien identifié le germe, il était bactériémique, on a trouvé les bonnes antibiotiques, on les a mis en place, donc il est, 2 semaines sous antibio, la CRP descend, donc tout va bien, cliniquement il s'améliore et là, boum, brutalement, apparition d'une douleur, au rachis, dorsal, donc beaucoup plus bas que son foyer infectieux, initial. On se dit: «Waouh, c'est quand même bizarre, il est déjà sous antibiotiques, tout va bien, qu'est-ce qui se passe?» Donc on fait, les examens d'imagerie, le scanner en urgence. Bon, le scanner, disons, sa douleur, c'est vraiment, bas dorsal, donc c'est quelque part par ici, alors que le foyer de spondylociste, c'est beaucoup plus haut. Donc on regarde ici, bon, on voit pas quelque chose de qui nous explique pourquoi il a si mal et il arrive plus à se lever du lit. Donc on complète avec une IRM. Et l'IRM, ça nous montre à cet même étage, une image, on voit que ça rehausse, il y a un rehaussement, des tissus, donc c'est un signal liquidien, donc un signal inflammatoire. Il y a quelque chose qui se passe devant, les vertèbres et donc on doute, est-ce que c'est début de spondylodicite, deuxième foyer, est-ce que c'est autre chose? Et là, on voit qu'il y a cette calcification juste devant. Et on se dit: «Bah, tiens, on va regarder, comment c'était avant», parce que le monsieur, il est là, depuis 3 semaines, donc on a bien ces images intérieures. Donc on va regarder. Déjà, je vous zoome pour montrer cette image-là. Devant, donc dans le plan ligamentaire, devant les vertèbres et donc quand on compare les 3 images, le scanner, l'IRM, on voit que voilà, ça correspond au même étage. Et là, le scanner 14 jours avant, 2 semaines avant, et ben, vous voyez ça. Ça, c'est quand même, une calcification, bien grosse et là, on va comparer le TDM, le scanner 14 jours avant et là, quand le monsieur a déclaré cette douleur, épouvantable et on voit que la calcification, elle s'est modifiée. En fait, c'était une grosse calcification et là, maintenant, on a, 3 petits points et donc on a conclu hop, on a conclu sur, cette, image, cette évolution et surtout aussi grâce aux données cliniques, quand même le monsieur il était bien sous antibiotiques, donc on est presque sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Là, avec la cinétique, avec la comparaison de 2 images, on voit qu'il s'agit bien de crise d'hydroxyapatite, au niveau, vertébral, donc ça peut arriver partout. Et ce qui était très, très intéressant, c'est, vraiment cette notion de: «Waouh, il a eu la spondylodicite et là, pas de bol, il a, aussi, une résorption d'hydroxyapatite dans le contexte très inflammatoire» et donc diagnostic différentiel, vraiment très intéressant qui a été fait grâce, aux imageries et la lecture, attentive de ces parties molles. Et là, je pense que je passe, le mot de nouveau à Thomas, qui va par la suite vous parler, bah, de la suite. Voilà. Vas-y Thomas. Je vais parler, dans cette nuit. Alors, il nous reste 10 minutes, c'est ça? Non, en plus, on n'a pas de limite de temps. Aïe, 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 2 heures alors. Voilà, c'est juste pour réfléchir sur l'analyse sémiologique. C'est pas un cas très compliqué. C'est une femme de 65 ans qui arrive pour des crises itératives des pieds, des chevilles, des genoux, des mains depuis plusieurs années. Entre les crises, elle va plutôt bien. Si on peut aller plus loin dans le diagnostic, elle est alcoolique chronique, elle a 700 d'acide urique. Bon, et elle a déjà eu des crises des MTP1, donc sur le diagnostic, c'est pas très compliqué. Et depuis une semaine, elle a une douleur assez importante de cette cheville, surtout de la face antérieure, c'est gonflé, c'est rouge. Et du coup, les urgences nous l'adressent pour une suspicion d'arthrite encore septique de la cheville, parce que dès que c'est rouge inflammatoire et que ça fait mal et qu'il y a une CRP, aux urgences, c'est une arthrite septique, ce qui est un bon raisonnement quand même aux urgences. Et à la radio, si on regarde, elle avait, on n'a pas de photo de la clinique, mais elle avait effectivement un gonflement rouge et inflammatoire devant la cheville, prédominant devant la cheville. Et quand on regarde cette radio, quand on regarde donc devant l'interligne articulaire de latérale crurale, on voit, c'est plutôt graisseux. Alors, vous voyez, on voit le triangle de Kager là derrière. C'est un triangle graisseux limité par là les tendons et ici le tendon achilléen. Donc c'est à peu près la même densité que la densité graisseuse. Donc sur cette radio, on aurait dit qu'il n'y a pas d'épanchement de l'interligne, enfin de l'atalo-crural. Et si on devait montrer un endroit où ça a l'air un peu infiltré, c'est un peu devant l'articulation ici, c'est un peu gris, c'est un peu infiltré.
Donc on a supposé sur cette radio qu'il n'y avait pas d'épanchement, mais qu'il y avait peut-être quelque chose dans les parties molles en avant. Alors il se trouve qu'elle a eu un scanner, et on voit effectivement, parfaitement là ici, on voit la taloque rurale, on voit qu'il y a pas il y a une micro-lame d'épanchement qu'on voit ici, et en avant, sinon il n'y a pas d'épanchement, c'est que de la graisse, c'est ce qui correspondait au fait qu'on n'avait pas d'hyperdensité là dans des parties molles en avant de la taloque rurale. Et par contre, on voit à cet endroit une espèce d'épaississement qui a une nature plutôt tissulaire, si on prend par exemple la ponévrose plantaire, avec d'ailleurs des petits spots un peu blancs à l'intérieur, et qui correspondait en fin de compte au tibial antérieur. Donc c'était une ténosynovie du tibial antérieur, parce qu'il y a une gaine synoviale. Et quand on prend ce... Alors là, c'est une reconstruction pour se mettre dans le plan du tibial antérieur, et en fin de compte, effectivement, qui est là. Hop. Et on voyait à l'intérieur de ce tibial intérieur plein de petits spots hyper écogènes, scanographiques, qui en fin de compte étaient des dépôts d'acide urique. Donc c'était pour vous faire montrer un peu l'analyse radiographique. On pouvait déjà dire qu'il n'y avait pas d'épanchement dans l'articulation, mais qu'il y avait quelque chose dans les parties molles et qui était plutôt qui était antérieure. Et alors là, l'échographie aurait fait le diagnostic aussi, hein. Mais la radio sémiologiquement était intéressante à analyser. Et donc, bon, c'était une goutte, mais elle avait une goutte un peu toffacée après cliniquement, hein, donc le diagnostic n'était pas très compliqué. Ensuite, ah oui, ah ça c'est pareil, c'est assez intéressant. Euh, c'est une patiente de 68 ans, donc un certain âge, et qui a des douleurs un peu inflammatoires évoluant par poussée, qui peuvent, avec des féssalgies inflammatoires, elle est réveillée le matin ou la nuit, et elle a aussi également eu une douleur du tendon d'Achille. Vraiment, c'est plutôt une enthésite, c'est vraiment sur l'insertion du tendon d'Achille. Elle le décrit très bien. Quand elle prend des anti-inflammatoires, ça va beaucoup mieux. Et quand elle arrête, elle refait des crises un peu itératives, dont les fesses et le tendon d'Achille. Et donc, on a cette radio où on voit donc le tendon d'Achille. Donc, évidemment, on va regarder le tendon d'Achille puisqu'elle a mal au tendon d'Achille. Bah, comme ça, c'est pas si simple. Alors, des fois, les patients qui ont derrière des tendinites nodulaires, des fois, on voit un assez gros épaississement du tendon d'Achille. Donc, sur cette radio, il n'y a pas d'épaississement du tendon d'Achille. Elle avait plutôt mal sur l'anthèse ici, avec ici un triangle parfaitement graisseux. Des fois, quand il y a une bursite, on voit aussi une opacité qui est entre le tendon et le calcanéum. On peut voir des bursites de préachilléenne entre le tendon et le calcanéum sur les radios, hein. C'est tout à fait possible. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est ça, c'est-à-dire que là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, peut-être que vous voyez quelque chose, mais on ne voit pas grand-chose, même en zoomant. Et en fin de compte, parfois, il faut savoir changer un peu le contraste pour essayer de faire ressortir un petit peu les dépôts de type calcification. Enfin, sur l'image, un peu, on est un peu, on voit pas très bien le contraste partie-molle. Là, on voit un petit peu mieux d'ailleurs sur cette radio le contraste entre les tissus graisseux et les tissus mous, et ça permet aussi de faire ressortir les petits traits blancs qu'on voit ici. Et ça, c'est assez évocateur de chondrocalcinose. Donc, on l'a regardé à l'échographie. Et à l'écho, on voyait effectivement à l'intérieur de ce tendon d'Achille un petit dépôt linéaire, hyper écogène, qui pourrait effectivement faire penser plutôt à de la chondrocalcinose. Et le message, c'était des fois, alors si on a une radio papier, c'est pas possible, mais quand on est sur le PAX, on peut faire varier le contraste pour essayer de faire ressortir les contrastes entre le tissu graisseux, le tissu euh, plutôt musculaire ou tendineux, et essayer de faire ressortir les contrastes, que des fois, la chondrocalcinose, par exemple, quand il faut essayer de faire briller un peu l'image pour faire ressortir les petits points ou les petits traits évocateurs. D'ailleurs, cette patiente, elle avait des douleurs, dont des douleurs à l'ischio, à l'ischio à gauche, et quand on lui a fait son scanner bilan prébiothérapie de spondylarthrite, en fin de compte, on s'est trouvé à trouver tout d'abord des dépôts dans la symphyse assez typiques, et on voit exactement la même image, des petits dépôts dans l'ischio. L'atteinte des tendons, c'est pas si rare dans la chondrocalcinose. Et en fin de compte, cette patiente, elle avait des poussées itératives, dont le tendon d'Achille et l'ischio, elle avait aussi des féssalgies en rapport avec une chondrocalcinose. Juste, on voit plus l'orchidée que toi. C'est vrai? Ouais. Plus non, mais les gens ils regardent ça. Ok. Voilà, hop. Donc, alors, c'est pareil, hein, quand vous regardez un scanner et que vous cherchez des dépôts de chondrocalcinose, là, vous voyez, je suis en fenêtre tissu mou, hein, donc on voit parfaitement le contraste graisse et tissu musculo-squelettique, et ça fait vachement bien ressortir les dépôts dans les tendons ou dans la symphyse. Quand on cherche de la chondrocalcinose, il ne faut pas se mettre en fenêtre osseuse où on voit que la corticale, il faut plutôt se mettre en tissu mou, ça fait ressortir les cristaux.
c'est un peu plus sensible. Et à l'échographie, elle avait dans son tendon ischiatique, là, on voyait des petits spots hyper échogènes assez évocateurs de chondrocalcinose. Donc, les cristaux, bah, macrocalcification, ça c'est l'hydroxyapatite. La chondrocalcinose, souvent c'est des petits points ou des petits liserés dans les cartilages, les fibrocartilages, mais aussi des fois en intratendineux. D'ailleurs, l'anthèse, quelque part, c'est aussi cartilagineux, c'est une anthèse, c'est aussi une articulation presque. Et il ne faut pas hésiter à faire ressortir le contraste, varier le contraste sur le PAX pour faire ressortir ces spots un peu hyper échogènes, ces spots hyper denses. Et sur la goutte, bah, la goutte, on ne la voit pas à la radio, sauf des tophus un peu vieux qui sont calcifiés. On voit juste un épaississement des parties molles. Euh, mais on ne voit pas on voit pas l'acide urique, sinon sur les radios. Troisième partie, c'est le scanner. Alors c'est intéressant parce que, pareil, l'idée c'était toujours de parler des parties molles, de contraste avec la graisse, avec les tissus musculo-squelettiques. Et alors là, c'est des contextes de suspicion d'infection à chaque fois, d'infection ostéo-articulaire plutôt du rachis ou de la partie, enfin bon, en tout cas, qui nécessite plutôt un scanner qu'une échographie. Alors évidemment, devant une suspicion de spondylodicite, quand on a un stade tardif, comme on voit sur ce scanner où on a une lise osseuse en miroir avec un épaississement majeur des parties molles, il n'y a pas besoin de faire une analyse fine. Je pense que tout le monde a trouvé qu'il y avait un aspect de spondylodicite sur ce scanner. Mais plus on va être en phase aiguë, et moins on verra d'anomalies osseuses, moins il y aura d'érosion, et même au tout début, dans les quelques jours qui débutent, normalement, on ne trouve pas d'érosion, on ne trouve aucune anomalie osseuse. Donc effectivement, quand c'est tardif, c'est facile. Vous avez l'érosion en miroir et vous avez un épaississement des parties molles avec aussi, on voit des espèces d'hypodensité collectées un peu à l'intérieur de ce disque qui est très bombant de chaque côté, là. Donc là, c'était facile. Là, c'est un peu moins facile. C'est un patient, je ne sais plus, à peu près 30 ans, qui arrive avec une lombalgie. Il est très douloureux et note très importante, il a aussi un trajet radiculaire qui fait plutôt L5. Donc comme on est à la clinique, on va regarder L5 S1 à gauche ou L4 L5 dans le canal, enfin on va regarder la racine L5, on va suivre notre racine. Il a ça depuis 4 jours, donc c'est vraiment, on est en très aigu. Il a un syndrome inflammatoire avec 50 de CRP, c'est pas tant que ça, mais il est très raide, il est quasi inexaminable. Il hurle de douleur, c'était un sketch ce patient, mais il avait l'air d'avoir mal. Et quand on regarde en tissu, alors ça c'est L5 et ça, en tissu osseux, là, donc on voit des corticales qui sont parfaites, on voit pas du tout d'effacement de la corticale, un début d'érosion, ou des fois quand elle commence à s'effacer, on dit qu'elle est perméative, elle devient un petit peu, elle commence à s'éroder, à disparaître légèrement, donc là il n'y a rien du tout, sur les autres disques non plus. Et, mais donc quand on regarde en tissu mou, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien regarder le contraste entre le disque, par exemple, et on voit qu'à côté du disque, hein, il y a toujours un aspect un peu graisseux qui vient mouler parfaitement les tissus du disque. Donc du côté droit, on voit qu'il y a la graisse qui est parfaitement accolée là, à ce disque, et de l'autre côté, on voit que c'est franchement asymétrique. On a une espèce d'opacification qui semble venir du disque, donc, et qui est franchement asymétrique. D'ailleurs, on voit un aspect, il est un peu, vous voyez, il est un peu sale. Là, ici, il y a un contour parfaitement net, et de l'autre côté, c'est un peu sale, infiltré, avec un épaississement des parties molles. Donc là, chez ce patient-là, évidemment, on se dit, tiens, il se passe quelque chose. On regarde dans le plan axial, et dans le plan axial, c'est évident. Quand on regarde, alors on est sur le disque L5 et ça, on n'est pas dans le plan du disque, mais c'est pas grave. Quand on regarde du côté droit, on voit que le disque, là, c'est la racine, qui est parfaitement net, le contraste entre la graisse et le tissu du disque. Et de l'autre côté, on voit une franche asymétrie, on voit qu'il y a un épaississement d'ailleurs qui a l'air de déborder devant ici qui est très modéré, ici un épaississement majeur. Et là, on peut imaginer qu'il y a la racine L5 qui est là, parce que là, elle est là, donc on peut imaginer assez aisément que ce patient est une radiculagie L5 gauche, ce qui est cohérent avec la clinique.
Et quand on regarde les autres étages, qui étaient strictement normaux, on voit, vous voyez, il y a une parfaite symétrie entre les espaces là foraminal avec la graisse qui s'immisce un peu partout. Là, c'est pareil, on voit de la graisse en arrière des articulaires postérieurs, de la graisse parfaite un peu partout. Il faut vraiment regarder le contraste avec la graisse et les asymétries. Si on devait couper ici un axe de symétrie, on voit bien la différence. En fait, c'est ça qu'on cherche, c'est des asymétries. Et quand on cherche une spondylodycite, on cherche une asymétrie autour du disque. Et donc sur l'IRM, il avait effectivement, donc là c'est un T1 injecté, un T1 FATSAT injecté, on voyait une prise de contraste pathologique, on a fait une biopsie et c'était une infection, c'était une spondylodycite débutante. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de dicite, c'était une spondylodycite toute débutante où il y avait juste une infiltration des parties molles péridiscales et secondairement, après, il a vraiment fait la spondylodycite avec les érosions petit à petit qui sont apparues. Donc il faut bien regarder les parties molles et quand on suspecte, donc les gens sont spondylodycites, on regarde évidemment le disque, tout autour du disque. Donc un patient un peu plus âgé, 72 ans, pareil, lombalgie, hyperalgique, ça fait 3 jours, donc on est dans le contexte hyper aigu. Donc là, si on trouve des érosions, bah, c'est pas ça. Je veux dire, ce serait peu probable qu'on trouve des érosions. Il a mal à gauche, il a une impotence pareille totale, il est complètement alité, il a un syndrome inflammatoire majeur, une CRP à 150. Et donc on va faire exactement la même analyse sémiologique. Alors, en regardant surtout du côté gauche, le côté droite, c'est quelque part, ça va être notre témoin, et le côté gauche, ça va être le côté pathologique. Donc, il faut essayer de trouver un truc à gauche. Donc, on regarde autour des disques. Là, on voit rien. Il y a la graisse qui est parfaitement au contact. Là, c'est pareil, le disque, la graisse qui est parfaitement au contact. Donc, on n'a pas l'impression que ça déborde. Il y a toujours des fois des petits bombements comme ça quand les disques commencent à se pincer, mais tout ça, ça paraît normal. En tout cas, du côté gauche, on ne voit pas d'infiltration péridiscale. On peut se mettre en fenêtre aussi, en coupe axiale, c'est pareil, on est du côté gauche et on voit tout autour du disque, il y a de la graisse partout. Là, c'est la racine qui est ici, qui est dans le foramen. Là, on a le sac dural, on a l'articulaire postérieur et on voit de la graisse tout autour. Donc, il n'y a pas du tout d'infiltration des parties molles péridiscales. Alors, je vous ai mis cette coupe-là, on n'est pas parfaitement sur le disque, mais c'est pour vous montrer un peu, voilà, qu'il y a vraiment de la graisse qui s'immisce un peu partout. On a fait une coupe sagittale, c'est pareil, pour regarder en antérieur. L'idée, c'est de tourner un peu tout autour du disque, en coronal, en axial, en sagittal. Là, on est du côté droit, le côté gauche, et on regarde un petit peu en antérieur. On voit les petits mouvements classiques, mais on ne voit pas du tout d'épaississement des parties molles. Donc, en fin de compte, sur ce scanner, pas de chance, pas d'argument pour une spondylodycite. Et pourtant, cliniquement, ce patient, il est infecté, il a une impotence totale, il a hyper mal, il est lombalgique et il a 150 de CRP, limite il a 39 de fièvre. Donc si c'est pas une spondylodycite, il a une infection. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le reste. Le rachis, c'est pas que le disque, c'est aussi les articulaires postérieurs. Il y a les psoas sur les côtés aussi. Des fois, quand ils sont lombalgiques très bas, limite fessalgiques, ça peut être une sacroiliaque. La hanche, des fois, ça fait des histoires bizarres, mais bon, souvent, lui, il n'avait pas une hanche douloureuse, donc on n'y croyait pas. Donc il faut les regarder, le reste des parties molles, parce que ça se trouve, c'est une infection rachidienne, mais qui n'est pas une spondylodycite. Alors évidemment, quand on ne trouve rien, après on fait une IRM. Ça arrive en phase très aiguë, même sur le scanner, il n'y a rien du tout. Et donc, en fin de compte, là, ce qu'on allait faire, c'est regarder les articulaires postérieurs. Donc, moi, quand je trouve rien sur le disque, je regarde systématiquement les articulaires postérieurs. Alors, les articulaires postérieurs, sur un scanner, on peut voir un épanchement. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit de se mettre sur une coupe sagittale, par exemple, et on regarde normalement au pied de l'articulation, quand il y a un épanchement dans l'articulation, au pied, on est censé avoir une espèce de zone un peu grisâtre qui correspond à un épanchement. Donc là, par exemple, sur celle-ci, on voit de la graisse, donc il n'y a pas d'épanchement. Ici, on voit un peu peut-être un tout petit peu de liquide et après de la graisse, donc il n'y a pas d'épanchement. Ici, c'est plutôt graisseux. Et vous voyez sur celle-ci, là, donc L4, L5, côté, peu importe, et bien, en fin de compte, on a l'impression qu'il y a une espèce de comblement du récessus inférieur de l'articulaire postérieur qui correspond à un petit épanchement. Donc en fin de compte, sur ce scanner, alors c'est pas le même patient, d'ailleurs il y a de la convocacinose partout, sur ce patient-là, il y avait un petit épanchement de l'articulaire postérieur. Donc ça c'est pour vous montrer comment on cherche un petit épanchement. On se met en coupe sagittale par exemple et on va regarder le pied de l'articulation. Au niveau de l'intérieur, on se met au pied. Donc si on reprend notre patient qui avait mal à gauche, là on est à droite, on est à gauche, là, on regarde l'interligne, on se met au pied, il n'y a pas d'épanchement. On se met au pied, il y a un peu d'infiltration, mais il n'y a pas d'épanchement. Là, pareil, l'interligne, elle doit être là, il n'y a pas d'épanchement. Et côté gauche, donc c'est le côté qui nous intéresse. Là, ici, on voit de la graisse, il y a plutôt ici. Ici, on voit pas grand-chose.
Ici, l'interligne, alors j'ai mis volontairement cette coupe-là parce qu'en fin de compte, on voyait un espèce d'épaississement. Il n'y a pas du tout de graisse. D'ailleurs, ça fait un aspect un peu arrondi. Donc, en fin de compte, on a l'impression qu'ici, il y a une opacification, enfin, quelque chose qui vient combler notre récessus inférieur de l'articulaire. Alors, 5, 4, 3, L3, L4, gauche. Et si on se remet sur la coupe axiale, alors, et on va regarder l'arc postérieur ici, ben, on voit exactement la même chose. Qu'on n'avait pas forcément, la même coupe que tout à l'heure, on n'a pas regardé tout à l'heure parce qu'on s'est concentré sur le disque. Et en fin de compte, sur cette coupe-là, on voit. Alors, il y a une asymétrie musculaire, mais c'est parce que le patient, il avait une scoliose dégénérative. Et quand les gens ont des troubles scoliotiques, ils ont souvent des asymétries musculaires. On voit ce muscle-là, il est un peu plus graisseux que le côté gauche. En fait, ce qui va surtout aussi nous intéresser ici, c'est cette espèce d'épaississement à gauche qui est au contact de l'interligne de l'articulation, qui d'ailleurs, sur le scanner injecté, était rehaussé. Et c'était bien, en fait, après il a eu l'IRM, et c'était bien une arthrite de l'articulaire postérieure infectieuse, qui se voyait déjà sur le scanner, puisqu'il y avait un épanchement majeur. Hein. Quand ça, c'est un gros épanchement de l'articulaire. Ça ne vous paraît pas beaucoup, mais c'est un gros épanchement de l'articulaire postérieur. Hein. Donc il y avait un énorme épanchement de l'articulaire postérieur qui se voyait très très bien déjà sur le scanner, qui n'avait pas été vu, parce que souvent les gens ne regardent que les disques. Et juste, je me permets de Ouais. rajouter, le fait qu'on vous montre ça et qu'on vous explique ça, c'est parce que, bah, les radiologues, ils vont pas vous dire ça si, vous demandez pas exprès et parfois, on voit les patients avec l'indication un peu floue parce que, bah, on sait pas, ils ont juste mal, au dos et malheureusement, les radiologues, ils regardent pas toujours toutes ces structures-là, même s'ils sont très bons et nous, ça nous arrive, bah, assez fréquent malgré qu'on a des bons radiologues osteoarticulaires de prendre le temps pour regarder vraiment les images, pour se poser les questions et voir ça et tomber sur les diagnostics qui sont pas vus pas décrits par les radiologues, d'où l'importance vraiment pour chacune d'entre vous de savoir déceler cette asymétrie musculaire, se poser les questions qui sont les structures au même étage qui peuvent être à temps et savoir voir cette asymétrie du signal, se poser les questions pourquoi, voir le complément à côté de l'articulation et se dire bah c'est pas normal, c'est asymétrique, c'est le signal plutôt liquidien. Du coup, dans le contexte, on évoque arthrite de l'articulaire post, qui est un diagnostic quand même assez rare, mais qui se voyait déjà sur le scanner. Et ça, c'est quand même la force de vous aussi, en tant que rhumatologue, d'avoir et les données cliniques et les données d'imagerie et pouvoir vraiment avancer très très vite sur le diagnostic de vos hypothèses. Mm. Voilà. Il avait mal, il avait une lombalgie à gauche, donc on a regardé toutes les structures lombaires à gauche, et en connaissant sa douleur, à quel étage cliniquement et le côté, on a mis notre œil là-dessus, et c'est grâce à ça effectivement qu'on passe moins souvent à côté. Pareil, alors c'est encore un autre cas clinique qui nous montre d'autres analyses. Patient assez jeune, une trentaine d'années, il a une lombalgie basse latéralisée à gauche, pareil, depuis 5 jours, avec une féssalgie, une impotence complète du membre inférieur gauche, il n'arrive plus à lever la jambe, et CRP 230. Et ce patient, alors pour une histoire obscure, il a un scanner abdominal, et sur le scanner, vous voyez qu'il y a un épaississement de la paroi du côlon à droite, avec un aspect un peu infiltré des parties graisseuses du côlon, donc c'est un aspect de colite. Et donc, il est traité par augmentin et hébergé, enfin mis en gastro-entérologie pour une infection, pour une colite infectieuse. Sauf qu'il a surtout très très mal en lombaire à gauche et il ne marche pas puisqu'il n'arrive pas à bouger la jambe. Donc les gastro-entérologues, après 2 jours d'augmentin, nous appellent. D'ailleurs, ça a un peu marché sur la CRP. Pour savoir pourquoi. Et sur le scanner abdominopelvien, à part cette colique, rien n'a été décrit. D'un autre côté, si le radiologue ne savait pas où le patient avait mal, c'était pas simple. Donc nous, on a regardé le scanner. Donc on est en très aigu, hein, donc sur la partie osseuse, on peut regarder en fenêtre osseuse, regarder s'il n'y a pas des. Mais il n'y avait rien en fenêtre osseuse. Pareil. Alors il avait une impotence du membre inférieur gauche, donc on a regardé la hanche, on a regardé les sacroiliacs, on a regardé un petit peu tout ce qui bougeait pas la hanche, il bougeait pas il n'arrive pas à décoller le talon à gauche. Donc en fenêtre osseuse, les corticales, il y avait mal à gauche, hein, donc limite on regarde que le côté gauche, le côté droit n'existe pas. Euh, on regarde à gauche, il n'y a rien, il n'y a aucune anomalie, ça c'est des vaisseaux, il n'y a rien du tout. Donc on s'est mis en partie molle,
On va vite, ça on a regardé, ça c'était normal. Alors chez les gens, il était jeune lui. Donc vous avez vu, des fois pour avoir les contrastes, un épanchement, il y a moyen de graisse, et plus c'est dur, hein. Vous avez vu, hein. Là, s'il y a un truc ici, c'est pas simple, hein, sur un scanner, parce il est trop jeune, il n'y a pas cette graisse. Plus il y a de gras, plus c'est facile. La graisse, c'est la vie. En tout cas, ça rend les choses plus simples. D'ailleurs, vous verrez, hein, ce qu'on recherche, c'est vraiment les anomalies graisseuses. Et alors, scanner un peu plus, un peu reculé. Et là, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que si on coupe l'axe en deux et qu'on regarde du côté gauche et la main à gauche, on a l'impression que le muscle qui est là, qui est le psoas, l'iliopsoas, il est franchement plus gros que le muscle à droite. Et comme il a mal, alors, il aurait pas mal à gauche, j'aurais dit d'accord. Mais là, il a mal à gauche, il a 230 de CRP, il bouge pas, donc on est sûr qu'il a un truc infectieux. Enfin, c'est l'aspect clinique. On y croit tellement que cette asymétrie musculaire, elle nous paraît évidente. On se dit, tiens, il y a un truc dans le psoas, c'est pas normal. D'ailleurs, il y a un petit, enfin, il y a la graisse là, ou le fascia là, qui est un peu épaissi là. Ouais. Et donc là, on a une asymétrie musculaire évidente. Et quand on descend un peu plus bas, pareil, le muscle, il a l'air toujours, vous avez vu, un peu plus gros que l'autre côté. Et en plus, quand on regarde la graisse, du côté gauche, elle est un peu plus sale. Comme sur le côlon tout à l'heure, l'infiltration de la graisse péricolique. Mais en fin de compte, lui aussi, il a une graisse ici qui est beaucoup plus infiltrée, qui fait un peu, voilà, un peu sale par rapport au côté droit. Donc, on s'est dit, lui, il a un abcès du psoas ou une sacroïlite. Et sur l'IRM, il avait effectivement, de ce côté-là, une sacroïlite infectieuse avec un œdème qui débordait sur le psoas, qui expliquait cet aspect augmenté de volume, cette infiltration de la graisse. Donc ça, sur le scanner, on avait déjà évoqué le diagnostic, alors que les radiologues qui n'avaient pas la clinique, probablement on leur demandait un scan abdos en disant j'ai un syndrome inflammatoire, il a mal au ventre ou je sais pas quoi, et ils ont regardé, ils ont trouvé une colite, ils étaient contents, et en fin de compte, ça expliquait pas du tout la symptomatologie. Mais nous, ayant la clinique, on a porté notre œil où on pensait que ça pouvait correspondre à la symptomatologie. Et un avant-dernier scanner, c'est encore la même chose, lombalgie hyper inflammatoire, fébrile. On nous dit qu'il n'y a pas grand-chose, on nous demande de relire les images, ça nous arrive. Laisse les gens 2 secondes pour réfléchir un Ouais. peu. Parce que là, je pense, on a donné toutes les clés sur la. Précise peut-être juste où il a mal. Il a mal en lombaire bas, et le tableau fait très sceptique. Pareil, je crois qu'il y avait 350 de CRP, une impotence majeure, immobilisable. Euh, les hémocultures ont fini par pousser en plus, donc c'était assez. On n'avait pas trop le doute sur une Donc, infection. regardez un peu, juste en une seconde, comme on vous a montré, le disque, les plats musculaires de deux côtés, donc de la colonne vertébrale en axiale. Voilà, ce qui est le plan graisseux, est-ce que c'est l'image est nette ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît bizarre? Et comparé avec le couple sagittal. Donc là, on regarde en avant, là, on voit de la graisse qui s'immisce partout. En arrière, c'est moins simple parce qu'il n'y a pas de contraste graisseux. Ici, on voit la graisse, c'est parfait. Ici, sur les articulaires postérieurs, ici, on voit pas grand-chose. Et en fin de compte, nous, on avait tiqué sur lombalgie, hein, plutôt L4, L5. On avait tiqué sur ça. On trouvait que c'était épaissi, là. Vous voyez, c'est un peu sale, là. Et sur la coupe axiale, on a cet aspect un peu infiltré autour de l'épineuse, pareil, avec un aspect un peu bizarre, là. Donc on s'est dit, tiens, on se demande s'il n'y a pas une bursite interépineuse. Et alors du coup, il y a eu l'IRM, et l'IRM très tardivement, une semaine après, et ça avait tellement évolué qu'il y avait une énorme collection, même avec un abcès épidural qui est apparu. Donc c'était une bursite interépineuse. Et secondairement, il y avait du coup un abcès intracanalaire qu'on voit ici, et des abcès un peu partout dans les muscles, initialement, des muscles paravertébraux, qui n'y avait pas du tout initialement. Là, on ne voit pas du tout d'abcès apparaître ici. Alors il y a c'est un peu sale ici, mais franchement, je n'aurais rien dit. J'ai juste tiqué sur ça, je trouvais que c'était épaissi. Ouais, parce que même vers le haut, on voit que la graisse qui est entre la peau et les épineuses, il est plutôt, bon, c'est la graisse, quoi. Il est un peu noir, la trame un peu hétérogène, mais il n'y a pas de cet aspect comme on voit Très, sur les derniers étages, ouais, qui est très épaissi là. très épaissi, très compacté, très infiltré. Ouais. Et ça, vraiment, sur le coupe axial, comme vous voyez l'épineuse, il y a tel édème autour d'elle et tel infiltrat graisseux que.
Donc il faut savoir, quand on y croit, il faut savoir regarder un peu toutes les structures. Donc sur le scanner, évidemment, on regarde en péridiscal, on va regarder s'il n'y a pas un abcès dans le psoas, une asymétrie du psoas. D'ailleurs, on voit ce magnifique petit trait graisseux tout autour qu'on voit. Non, mais c'est la graisse qui fait qu'on voit une asymétrie de C'est graisse. magnifique, Thomas, c'est Et il n'y a pas du tout d'infection autour du disque. D'ailleurs, il n'y avait pas du tout de spondylodiscite chez ce patient-là. Et il faut bien regarder donc les psoas autour du disque, on a un crack canalaire évidemment, les articulaires postérieurs qu'on verra mieux en sagittal, latéralisés sur le côté droit et sur le côté gauche. Et on va regarder aussi tout l'arc postérieur, l'interépineux. Et puis parfois, on trouve des asymétries aussi des muscles qui sont des abcès, des myosites infectieuses, des pyomyosites. Et en fin de compte, c'était pas articulaire. Et sur le scanner, sauf parfois en phase très aiguë, où on est encore trop tôt pour voir la moindre collection apparaître, la moindre infiltration apparaître. Et sur le scanner, souvent on arrive quand même à évoquer déjà l'endroit où il y a l'infection, alors que sans l'IRM, qui avec l'IRM c'est plus simple. Take home message. Ben, le message, ouais, le but était de vous faire vous sensibiliser à l'analyse des parties molles, à la fois sur l'imagerie qu'on utilise un peu moins pour les parties molles, c'est-à-dire la radio, où souvent on regarde l'os, voilà, l'arthrose, machin, la convocation, ok. Mais c'est vrai que les tissus mous, on s'en sert pas mal hein, au téléphone, pour les bursites, enfin, les bursites, épanchements intra-articulaires, la radio, en fin de compte, c'est sur le genou et les coudes, ça marche bien. Hein. La cheville aussi, hein, sur l'épanchement de cheville, hein, sauf si le profil est complètement raté, mais ou s'il y a un œdème monstrueux, quelqu'un qui a un lymphœdème, c'est infiltré de partout, on voit plus rien et sans l'écho, on s'en sort pas. Mais sinon, chez quelqu'un qui n'a pas un énorme lymphœdème, c'est quand même un bon examen. Et sur le scanner, c'est aussi, alors, c'est l'avantage du scanner, c'est qu'on l'a facilement. Des fois, pour avoir une IA, il nous faut 5 jours, 7 jours, une semaine, plus. Donc, l'avantage de savoir quand même lire bien le scanner, les parties molles, c'est quand même de pouvoir faire des diagnostics un peu plus rapides que attendre la semaine prochaine pour avoir une IRM pour une suspicion de spondylodiscite. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, des fois, pour avoir une IRM, ça met pas 24 heures. Sauf si peut-être il est complètement paralysé, mais sinon, on met des fois du temps pour avoir une IRM. Et les cristaux aussi. Donc, on vous a parlé de l'épanchement, de la bursite, de comment déceler le liquide dans les parties molles sur les radios, sur le scanner. On vous a parlé donc des calcifications dans les parties molles et comment, quand vous coïncidez ça avec le contexte clinique, bah, ça vous fait le diagnostic et c'est trop classe. Et donc, à la fin, pour les diagnostics un peu plus poussés, mais qui sont encore plus importants à savoir poser tôt. Vous avez aussi vos clés maintenant pour interpréter les scanners, pour bien regarder tous les plans musculaires, la symétrie, etc. Tout en voilà, collant ça avec votre clinique. Et voilà, cohérence radio-clinique. Hein. Si vous n'avez pas la clinique, franchement, des fois, c'est impossible, impossible. Ce qui va faire votre force par rapport à un radiologue, c'est que vous avez examiné votre patient, vous l'avez interrogé, et vous savez déjà de quel côté il faut regarder. Parce que quand on connaît que c'est le côté gauche ou le côté droit, moi, la première chose que je demande quand je dois analyser un scanner,